Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. L'exploitation artisanale en RDC continue toujours à faire le chemin des enfants pauvres. Depuis plusieurs décennies, l'exploitation artisanale libéralisée en RDC, les exploitants artisanaux ne parviennent pas toujours à atteindre l'objectif assigné, c'est quoi? De faire de ces exploitants qui puissent connaître une émergence, la classe moyenne congolaise. Ils vont dans les trous, ils vivent dans les mines, mais ils continuent toujours de plus en plus à s'appauvrir. Alors là, il y a une stratégie importante, un atelier qui a mis en œuvre l'élaboration d'un document stratégique pour l'exploitation artisanale et à petite échelle. Et de par les données de cette élaboration de ces documents, il semble que cette fois-ci c'est la meilleure. L'exploitation artisanale en RDC pourra aboutir effectivement à un domaine rentable et bénéfique où les exploitants artisanaux sortiront de leur pauvreté. Vrai ou faux, nous en parlons dans cette émission. Nous avons invité M. Luc Assosa, chef au niveau du projet Promine. Bonsoir. Bonsoir. Il n'est pas seul, il est accompagné de M. Yves Bertrand. M. Yves, bonsoir. Merci. Nous bonsoir. avons aussi M. Héritier Manzissa. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous avons commencé avec M. Luc. Est-ce qu'avec l'élaboration du document stratégique de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, est-ce le moment où nous pouvons parler d'une exploitation artisanale rentable? Je pense que on ne résout pas tous les problèmes avec un seul projet, mais qu'il était assez important dans la volonté affirmée du gouvernement congolais, en partenariat avec la Banque mondiale, de mettre en place une sorte de feuille de route qui pouvait très clairement faire un état de lieu de savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aboutir. Et que donc l'élaboration de ce document stratégique a maintenant l'avantage de mettre un cadre plus clair, avec des objectifs plus clairs, avec une ambition plus claire, et de faire voir comment on peut articuler à la fois les acteurs, les ressources, pour pouvoir atteindre cette ambition que désormais la RDC s'est fixée. Parce qu'il n'est point besoin de revenir ici sur l'importance de cette exploitation, mais qu'il était assez important qu'on puisse mettre en place une sorte de méthodologie pour pouvoir voir comment on va articuler l'ensemble de ces ressources afin de partir de la situation où l'on est et créer vraiment une dynamique de formalisation afin, n'est-ce pas, de mettre les conditions pour ce passage-là de l'exploitation minière artisanale pure vers de la semi-mécanisation ou de la petite mine, en travaillant à la fois sur des aspects de renforcement des capacités du CESCAM, sur le cadre légal et comment vraiment on peut prendre l'exploitation minière artisanale comme un moteur de développement pour les communautés qui vivent autour des mines artisanales. Oui, très important. Est-ce que vous pensez que la pauvreté qui caractérise l'exploitation minière artisanale en RDC est due au fait qu'il n'y avait pas de documents, il n'y avait pas de textes? Oui et non. Oui, c'est un secteur qui est désorganisé, qui est mal reconnu. Donc, ce sont des gens qu'on dit fixés dans un cercle vicieux, qui est le cercle de l'informalité, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité d'être vraiment intégrés à l'économie. Du coup, ils n'ont pas la capacité d'améliorer, parce que comme ils ne sont pas reconnus, d'améliorer leur propre technicité, leur savoir-faire. Et donc, ils restent avec une capacité de s'améliorer qui est très limitée. Donc, ils reproduisent systématiquement le même schéma. Et le fait de produire ce texte et les autres activités qu'on a mises aussi en œuvre, c'est essayer de briser un peu ce cercle vicieux pour justement que le secteur minier artisanal soit reconnu comme une valeur économique essentielle, comme tout secteur industriel en émergence, qu'il faut pousser, qu'il faut soutenir et que les institutions publiques doivent aider à sortir un peu de ce caractère un peu caché qu'ils ont. Voilà. Et comme on a une multitude d'acteurs et une situation relativement complexe, parce que c'est
C'est une activité qui s'exerce dans les provinces, en zone rurale, c'est hyper décentralisé. Il y a des difficultés d'accès. On avait besoin d'un texte fédérateur pour que tout le monde, tous les acteurs qui gravitent sur ce secteur, administration, projet, société civile, etc., se mettent d'accord sur comment est-ce qu'on voit le secteur dans 10 ans. Ah, c'est très important, mais la plupart des exploitants artisanaux eux-mêmes sont analphabètes. Les textes, comment ils vont pénétrer le contenu de ces textes? Alors le texte ne s'adresse pas directement aux analphabètes, il s'adresse aux décideurs politiques, personnel technique qui prend des décisions, il s'adresse aux juristes. Il s'agit un peu d'une feuille de route. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Une feuille de route qui dit voilà l'objectif qu'on se fixe un peu à long terme et on va essayer d'adapter nos politiques publiques, de les rendre plus cohérentes entre elles pour rejoindre cet objectif central. Alors là, sur terrain, c'est le SESCAM, le Small Scale Mining, donc qui s'occupe ou qui encadre les exploitants artisanaux avec cette nouvelle dynamique de nouveaux textes stratégiques pour l'exploitation artisanale. Comment vous allez faire pour que ça soit réellement une bonne donne qui pourrait changer la situation de l'exploitation artisanale en RDC? Merci beaucoup. Déjà dans les attributions, parce que le texte s'inscrive dans les cadres des attributions du SESCAM. Et la formulation même du SESCAM, c'est contribuer à l'émergence d'une classe moyenne qui est congolaise. Et dans ces textes, nous trouverons des grandes lignes qui nous permettent de bien matérialiser la vision managériale. Il faudrait que, à l'issue de toutes ces recommandations de ces textes, que nous puissions l'intégrer dans notre vision managériale qui est orientée encadrement et assistance de ces exploitants artisanaux. Et aujourd'hui, avec toutes ces recommandations au niveau international qui nous orientent vers la formalisation de ces secteurs, nous avons obligation maintenant, par ces recommandations, que nous puissions travailler avec la base qui est au niveau provincial pour pouvoir identifier ces éléments, ces acteurs du secteur qui sont les artisanaux et comment les orienter, les inciter à se regrouper autour des coopératives, adapter ces coopératives à la structure OADA et partant de cette structure, nous avons de mini-sociétés qui ont l'obligation de déclarer des bilans en fin d'année et là ça permet à la structure qui est le SESCAM d'avoir des indicateurs, soit économiques ou sur le plan théorique, mais en pratique, il y a beaucoup à faire parce que tout à l'heure, Yves Bertrand a parlé aussi d'une équation de points où les exploitants artisanaux ne peuvent pas on ne peut pas accéder à certains coins pour le rencontrer. Il y a aussi des difficultés dans ce sens. Comment vous allez faire? Parce que tous ces exploitants ne sont pas à votre portée. Même de quand les gens ne peuvent pas accéder, mais il y a l'État qui est visé, qui est toujours là. Parce que l'État n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Il y a même des échanges étatiques avec des nations voisines qui nous permettent d'harmoniser nos manières de gérer. Et je crois qu'il y a toute une structure déjà en place pour gérer ces échanges dont nous ne pouvons pas parler en termes qu'il y a des cons, l'État ne peut pas accéder. Parce qu'aujourd'hui, même si nous traversons vers l'autre, aujourd'hui il y a des échanges réciproques avec des échanges de réciprocité avec nos nations voisines. Donc là, ça nous encourage déjà. Même si là où nous ne pouvons pas arriver, nous pouvons compter sur cet échange que nous avons avec les voisins pour qu'ils puissent nous retourner l'information. Et d'où ce qu'il nous faut, c'est juste comment s'asseoir sur ces recommandations que nous avons actuellement, nous, comme structure de l'État pour matérialiser cette pensée. Et je crois que c'est là le gros du problème plutôt que les zones... Vous voulez ajouter? En plus, le SESCAM est vraiment l'outil... qui, sinon le SESCAM, peut faire ça? C'est le seul qui va jusque dans ces coins perdus. Partout où vous aurez des mines, pratiquement, vous aurez des agents SESCAM qui seront là. L'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier d'échange d'expérience. C'est un projet qui a été mené pendant 2 ans et qui a été mené dans différentes provinces du Congo. Comme je vous ai dit dans l'introduction, le projet consistait au renforcement des capacités à l'amélioration de l'exploitation minière artisanale et des mines à petite échelle à la République démocratique du Congo. Et ce projet
a été menée avec le financement du gouvernement congolais, avec sa coopération avec la Banque mondiale. Et ça a été mené avec l'appui de CESCAM, qui est le service technique du ministère des Mines. Et les différents acteurs ont été les consortiums que je vous ai parlé de PACT, Congo, Estelle Event et IPIS, le gouvernement congolais à travers CESCAM et les exploitants miniers artisanaux eux-mêmes à travers leurs coopératives et les entreprises minières qui sont éparpillées dans toute la République démocratique. Luc, pourquoi aujourd'hui, avant que vous puissiez dire, c'est que vous avez à cœur tout à l'heure, pourquoi seulement aujourd'hui? Parce que le CESCAM existe depuis longtemps. L'exploitation minière existe depuis des années 98, 99, libéralisée pour ce qui concerne le cuivre, parce que l'exploitation artisanale avec les diamants, c'est depuis très longtemps. Et aussi, ce document concerne quelle filière? Est-ce aurifère, cobaltifère, diamantifère, ou c'est de l'exploitation artisanale en général? Ok, merci. Avant de revenir à la question, juste pour pouvoir compléter Ritier, c'est que il y a le document stratégique d'une part, mais que dans le cadre du même travail, on a facilité aussi l'élaboration d'un plan d'action CESCAM. Parce qu'on s'est dit, mettre en place une stratégie, c'est une bonne chose, mais qu'il fallait qu'on se rassure, comme l'a dit Yves Bertrand, qui peut mieux que CESCAM aider à résoudre ces questions, et que donc il fallait qu'on se rassure que le service qui est en charge l'encadrement et l'assistance des exploitants miniers artisanaux développe des capacités qui lui permettent d'offrir correctement cet encadrement et cette assistance. Et donc on a aidé à mettre en place un plan d'action CESCAM qui est parti bien sûr d'un processus d'évaluation participative et qui s'est regroupé au fait autour d'un certain nombre de domaines de capacités. Dans le cadre du travail qu'on a fait, on les a retrouvés à peu près autour de 5. C'est pour vraiment adresser à votre question. À la fois, on a tenu en compte les questions d'appui aux communautés minières, donc exploitants miniers artisanaux, en termes de coopératives ou toutes les associations qu'ils ont. On a essayé d'adresser la question des maîtrises des règles de l'art minier. On a essayé de regarder notamment aux questions d'infrastructures et équipements dans le secteur d'exploitation minière artisanale. Ok. Et bien sûr, on a essayé de regarder les questions qui touchent à la planification, au suivi et à l'évaluation dans ce domaine, mais aussi aux questions des gestions et de l'administration et aux questions de finances. Et que donc, si vous prenez que la stratégie en elle-même, c'est vrai que vous avez une feuille de route, mais qu'il faut aussi regarder qu'en deçà de ça, on a essayé de mettre en place ou de faciliter la mise en place de tout un plan d'action et qui contient énormément d'actions dans ces 5 domaines de capacité qui, si elles sont mises en place, elles nous permettent d'avoir un CESCAM excellent et qui ensuite peut contribuer très largement à la mise en place de ces stratégies. Et que donc c'est des choses qu'il faut toujours prendre ensemble et qu'il faut articuler ensemble. Pour revenir à la question que vous avez venue de soulever. Pourquoi seulement aujourd'hui? C'est une question difficile, pourquoi seulement aujourd'hui? Mais est-il que l'opportunité qui nous a été donnée, elle nous a été donnée il y a 2 ans, parce que c'est un projet qui vient de prendre 2 années, et donc c'était le moment où à la fois le gouvernement congolais et la Banque mondiale ont ressenti aussi cette nécessité-là de mettre en place une stratégie plus claire et avec un plan d'action pour le CESCAM. Et donc c'est cette opportunité qui a été créée par le gouvernement congolais avec son partenaire la Banque mondiale et qui a permis, n'est-ce pas, au groupement composé de PACT, Estelle Lenvin et IPIS de travailler ensemble avec CESCAM pour pouvoir mettre en place cela. Mais il ne faut pas dire que ce sont les seules initiatives. Avant, de tout temps, il y a eu plusieurs initiatives de plusieurs organisations
qui aide un peu à faire évoluer les secteurs. Comme vous le savez, il y a plusieurs organisations déjà qui travaillent dans les secteurs. Estelle Lemvin travaille dans les secteurs, BGR que vous connaissez travaille dans les secteurs. Vous avez Tetratec qui travaille dans les secteurs, PAC travaille dans les secteurs, ARM travaille dans les secteurs. Donc il y a déjà une multitude d'acteurs qui travaillent dans les secteurs et qui aident déjà à faire avancer un certain nombre d'aspects dans les secteurs. Mais seulement, nous, on a eu cette opportunité d'être vraiment focalisé sur la question de la stratégie, ou qui peut vraiment tracer comme un cadre vraiment global dans lequel tout le monde pourrait opérer, et afin vraiment de faire avancer la dynamique de la formalisation du secteur. Voilà, parce que nous avons dit aussi, ça concerne quelle filière? Diamantifère, peut-être que Yves peut compléter sur ça, mais d'emblée je peux déjà dire que c'est vraiment une stratégie générale, globale, qui embrasse l'ensemble des aspects du secteur. On ne touche pas à une matière particulière, c'est tous les mineurs artisanaux, y compris les carrières. Sable, pierre de construction, etc. Ça touche même ça. C'est très important. Non, c'est global, oui, bien sûr. Je suis persuadé qu'il y a plus de gens qui font de la petite carrière que de gens même qui exploitent l'or. Alors, pour ceux qui nous suivent, s'il faut leur donner déjà l'ABC des points clés de ces documents stratégiques, puis sachez évidemment, ça va porter sur quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, le document, il aborde un petit peu tous les aspects qu'on peut rencontrer dans le secteur minier en général. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait faire le pendant avec la mine industrielle. Donc, on va parler de relations environnementales et sociales entre les opérateurs et les gens qui gravitent autour. On va parler de légalité, quel est l'environnement juridique et légal. Par rapport à ces documents, son contenu, quel est le programme? Comment vous allez faire maintenant pour que ce document soit implémenté dans les différentes mines de façon globale? Quel est le programme? 2017, 2018, 2019? Alors le programme, il prend plusieurs directions en fait. Le texte, il est parti au niveau du gouvernement. Donc il s'agit maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement, pour reconnaître le texte, l'intégrer dans une stratégie nationale qui, elle, regroupe la mine industrielle et la mine artisanale, et la mine aussi à moyenne échelle, tous les intermédiaires, les carrières, les grandes carrières, les petites carrières, et en faire vraiment un document qui sera une base pour tracer la route pour le secteur minier dans les 10-15 ans à venir. Ça une direction. Et l'autre direction, je dirais que c'est du côté du SESCAM qu'il faut regarder, avec le plan d'action du SESCAM qui lui se déroule sur plusieurs années, avec des étapes qui sont pour 2017, avec tout un ensemble d'actions très précises sur la réforme, par exemple, interne pour établir des audits de procédures administratives et financières, sur le type de formation qu'ils ont besoin de dispenser au niveau des coopératives qu'ils encadrent, sur les outils informatiques dont ils ont besoin pour aller récolter des données sur le terrain et pouvoir les transmettre de toutes les provinces jusqu'à la base ici, à Kinshasa. Bref, il y a tout un ensemble d'activités qui sont mises en œuvre, et je crois, enfin je vais demander confirmation avec Héritier, mais je crois qu'une partie de ce programme est déjà en route, puisqu'ils ont complètement adopté le programme. Ça s'est fait sur la base d'une collaboration vraiment étroite avec la coordination générale. Pour eux, c'est un document qui leur appartient maintenant, et pour eux, c'est leur guideline. Ils travaillent avec ça. Ils élaborent des programmes. Alors c'est eux-mêmes qui vont chercher, alors des fois je pense que PAC les aide, ils vont chercher des fois des financements quand ils n'ont pas assez de moyens pour le faire, mais je crois qu'on est bien parti. Voilà, vous êtes bien parti, c'est une question, et en même temps, lorsqu'on considère que les coopératives qui gèrent les exploitants artisanaux, c'est toujours les coopératives qui se tirent la grosse part, et d'ailleurs, quelqu'un nous avait dit dans cette émission que des responsables des coopératives sont des gens qui sont ici à Kinshasa, qui roulent carrosse dans leur grosse Jeep climatisée, alors que les exploitants artisanaux qui sont dans le trou, qui sont en train de souffrir et continuent toujours à être pauvres. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ce système soit changé? Oui, pour que ce système soit changé, le SESCAM a bénéficié d'une formation sur les coopératives minières, comment les adapter aux exigences OHADA. Et partant de cette logique, nous voulons maintenant travailler sur le terrain avec toutes les coopératives existantes
revoir leur statut. Et partant de cela, nous voulons les formaliser aux structures OHADA qui demandent à ce que cela soit des petites sociétés minières. Parce que dans ça, il y a des documents qui permettent à ce qu'ils puissent déclarer, et au finish, ils ont des bilans. Et partant, avec cette logique, il y a cette possibilité de voir la capacité de la structure et comment gérer l'ensemble des membres de cette structure. Et je crois avec cette logique de la transparence au sein du groupe, ça va éliminer petit à petit ces systèmes que nous avons où nous voyons juste c'est l'acteur principal qui se tape la grosse part de la structure. Et avec tout l'appui et aussi les données stratégiques de ces documents, Yves vous a posé la question, vous êtes bien parti? Nous sommes bien partis parce que là, nous nous sentions à l'aise. Dans les temps passés, c'était difficile que nous ayons un espace où les SESCAM parlent. Mais nous voyons déjà que le SESCAM est en train de parler avec un argument détaillé. Voilà. Alors, et en même temps, de nombreux exploitants artisanaux qui vous suivent en ce moment, qui sont peut-être devant leurs petits écrans, quel message pouvez-vous leur donner en ce moment? Le message, c'est que nous travaillons suivant la logique RECO. La logique RECO nous oriente à avoir des énoncés d'excellence. Et comme énoncé d'excellence, le SESCAM et le service étatique bien en place, qui d'autre que le SESCAM, pour des coins reculés, pour encadrer les artisanaux, pour les regrouper en coopérative. Il n'y a que le SESCAM. Et pour penser aussi à leur émergence. Pour l'émergence de la classe moyenne, il n'y a que le SESCAM, parce que quand nous avons déjà le regroupement en coopérative, c'est ça la forme d'accompagnement pour l'émergence. Là, c'est M. Luc. Ouais. De tout ce qu'on s'est dit, il y a quand même beaucoup de choses à faire, Luc. Ça demande des moyens, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande des moyens. Déjà que moi, je salue cette opportunité que le gouvernement congolais avec la Banque mondiale ont créée pour qu'on puisse vraiment réaliser ce travail. Il est assez important. Vraiment, il pose un socle et avec des repères maintenant plus clairs pour pouvoir naviguer dans ce secteur. Mais aussi, et donc, pour moi, c'est le temps aussi peut-être à la fois d'échanger, de vulgariser, mais d'avoir des feedbacks, des éventuelles améliorations, mais aussi surtout pour pouvoir mobiliser d'autres partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent vraiment s'engouffrer dans cette opportunité et aider vraiment le gouvernement à formaliser le secteur. Mais juste un petit clin d'œil par rapport à la question des coopératives et à la pauvreté des exploitants miniers artisanaux. Mais j'aimerais aussi que l'on se dise que les artisanaux ne sont pas aussi pauvres qu'on le pense. Et que donc nous, en faisant ce travail, nous avons fait le terrain pratiquement au quotidien. Et qu'on constate qu'il arrive qu'ils gagnent des fois beaucoup d'argent. Plus de fois que la moyenne de personnes, de fois qui habitent la ville et qui sont en cravate et en costume. Parce que voilà, l'un des gros problèmes aussi avec les artisanaux, c'est de voir comment on utilise cet argent. Si quelqu'un est sûr qu'il va rentrer dans le puits et qu'il va sortir le minerai et qu'il va vendre et que peut-être après la vente, il est sûr qu'il va gagner peut-être 10 $, 20 $, peut-être jusqu'à 50 $. Et que demain il pourra refaire le même travail, il a tendance peut-être quand il est sorti, peut-être de se taper quand même la bonne vie. Oui, mais c'est peut-être voilà, c'est peut-être sans compter le fait que la maladie peut quand même venir, c'est peut-être sans compter que peut-être demain le climat ne va pas être bon, qu'il peut y avoir, qu'il peut avoir un accident. Et donc je me dis qu'il y a aussi cet effort de communication, aller vers eux, et peut-être commencer à réfléchir. Si vous gagnez de l'argent, est-ce qu'il faut tout utiliser? Et c'est comme ça que progressivement, nous sommes en train de faire avancer l'idée selon laquelle peut-être que c'est le moment d'introduire beaucoup plus aussi des programmes bien sûr plus adaptés à eux, sur des questions notamment de microfinance. Comment ils peuvent arriver à épargner et comment ils peuvent aussi montrer des activités génératrices de revenus comme activités alternatives qui proviennent des gains qui résultent de leur activité minière. Parce que je m'entretenais avec quelqu'un
qui m'a raconté une petite anecdote. On leur a demandé de trouver des alternatives pour faire sortir les exploitants miniers artisanaux qui étaient sur un site apparemment qui appartenait déjà à une compagnie et que donc la compagnie avait besoin qu'ils quittent. Et que donc la compagnie a donné des possibilités. J'ai vu en recruter jusqu'à 300, mais j'ai proposé un salaire de 300, personne n'a accepté d'être embauché. Wow. 450, personne n'a accepté d'être embauché. Alors, ils n'ont plus rien compris. Mais comment ces personnes, on a comme l'impression qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, ce qui n'est pas toujours faux. Mais comment ils refusent d'avoir un emploi, ils peuvent toucher 450 $ le mois? La petite enquête et en vivant avec ces personnes, on a constaté qu'il y en avait qui pouvaient même avoir peut-être un revenu de 800 $ le mois en faisant leur activité. Et que donc vous comprenez que deux fois, nécessairement, quand on est en cravate, on peut travailler à la banque et peut-être on touche 350 $, 450 $. Et que donc le minier, et que mais voilà, on sait bien gérer. On sait bien gérer. Et que donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des difficultés dans le domaine, mais le problème c'est que on peut tourner aussi, regarder le problème autrement, en se disant, avec ce qu'ils gagnent, est-ce que nous pouvons, les acteurs de développement, ensemble avec l'État, peuvent-ils mettre aussi d'autres programmes qui leur permettent, n'est-ce pas, de comprendre qu'il s'agit aussi de toute une profession qu'ils ont choisie et que le revenu qu'il résulte de leur travail doit être géré aussi de la même manière que gère celui qui gagne son salaire à la fin du mois. C'est peut-être des choses sur lesquelles il faut regarder, réfléchir bien sûr, mieux comprendre le contexte et je pense que ça pourrait faire avancer aussi, je pense, la perception qu'on a de ce domaine. Voilà, nous allons conclure. Comme vous savez, nous allons commencer par Yves Bertrand, qui est expert en charge de stratégie d'exploitation artisanale et en même temps, il est consultant auprès d'une maison qui s'appelle Estelle Lévin. Alors, nous commençons avec vous. Qu'est-ce que ceux qui nous suivent, de nombreux téléspectateurs qui nous suivent, peuvent retenir? Je crois qu'il faut retenir que le document stratégique est le signe qu'il y a un changement au Congo sur la perception du secteur minier artisanal. La perception, je dirais, au niveau des décideurs, mais aussi au niveau du public. C'est une question qui me vient d'un téléspectateur et qui me dit que je vous pose cette question. Est-ce que vous avez un exemple dans ce secteur artisanal à travers le monde qui a aidé le pays à se développer dans le mine? Oui, il y a beaucoup de pays qui sont très dépendants du secteur minier artisanal. Je vais prendre comme exemple un pays que je commence à connaître, qui s'appelle la Colombie. En Colombie, vous avez la production de l'or est faite à 75% par la mine artisanale. Et pourtant, c'est un pays qui connaît l'exploitation de l'or depuis plus de 2000 ans. Pourquoi? Parce que la mine artisanale a été appuyée, poussée, elle a servi aussi à beaucoup de commerce illicite, lié au trafic de drogue, etc. Mais aujourd'hui, c'est une industrie qui progresse et qui est devenue vraiment professionnelle. C'est-à-dire que là-bas, vous avez des mines artisanales, vous arrivez là-bas, on vous donne un casque, on vous donne des consignes et on vous dit vous marchez pas là, vous marchez là, attention à la barrière. Et voilà, vous êtes dans une mine artisanale organisée. Organisée, où il n'y a pas des individus qui travaillent chacun pour sa poche. Voilà, si, peut-être, mais avec des règles. Ok. Alors, monsieur Héritier Mandista. Oui, merci beaucoup. Moi, je dirais juste qu'il y a eu déjà une étude au niveau de la Banque mondiale qui nous est conduit à l'étape où nous sommes pour nous faire comprendre que l'argent produit par le secteur artisanal peut bénéficier à la nation, c'est en ce sens que cet argent est consommé localement. Alors, partant de cette analyse, avec tous ces outils de cadrage qui sont mis en place, je dirais que il y a lieu de s'approprier de ces outils et d'avoir une vision qui est assez claire, développer une politique assez claire du secteur. Et à nous, comme structure de l'État, nous avons cette obligation de poursuivre, à bien démêler à bien ces actions qui nous sont recommandées et de proposer aussi des grandes lignes de développement. Le CESCAM a pour rôle de préparer ces artisanaux à l'après-mine, donc de les aider à investir dans d'autres secteurs autres que le mine, au cas où on arrive au point où il n'y a plus d'exploitation minière, ils peuvent continuer à évoluer dans la vie avec des activités secondaires. Merci beaucoup. Monsieur Luc, pour terminer. Déjà, merci quand même de nous avoir fait l'honneur de participer à votre émission. Et que le seul mot que moi je peux dire, l'exploitation minière artisanale
aujourd'hui a une importance indéniable. Si vous regardez juste à l'est du pays, il n'y a pas de grandes compagnies minières comme on en a par exemple dans le Lualaba ou au Katanga. C'est peut-être 2 grandes compagnies, Banro, Kibali Gold, et tout le reste, c'est l'exploitation minière artisanale. Et que donc, aujourd'hui, quand les gens pensent à des grandes agglomérations comme la ville de Goma, comme Bukavu, comme Kindu, comme Kalemi, l'importance de l'exploitation minière artisanale est indéniable. Ces économies-là fonctionnent avec la production minière artisanale. Et que donc, faire un effort pour formaliser, je crois que l'État va être bénéficiaire, la communauté elle-même, les exploitants miniers artisanaux, mais aussi les villages qui vivent dans et autour des concessions minières. Et que donc, c'est un effort, mais il faut le garder constant et tendre vers l'avant. Les difficultés ne manquent pas, mais que, comme on le dit, c'est face aux difficultés que l'homme se découvre. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir partagé avec nous cette émission. Comme nous l'avons dit, nous avons reçu dans ce studio M. Luc Assoussa des Pactes et en même temps qui est chef du projet ProMine et APE, qui est un projet qui travaille dans le secteur minier, qui est en train de soutenir pas mal de projets pour l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont impactées par l'exploitation minière. C'est déjà une très bonne chose. C'est avec ces projets que aussi le CESCAM est soutenu. Il y a eu autant d'efforts dans le renforcement en capacité des agents de CESCAM. Et avec ces projets, nous en sommes à l'élaboration d'un document stratégique de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Ce qui fait que c'est que vous avez entendu, ça peut permettre à ces domaines, à ces secteurs importants qui comptent plusieurs millions de personnes d'être formalisés et d'aboutir à un appui vraiment de taille à l'économie du pays. Ils étaient là, j'ai dit Luc, je l'ai présenté, et j'ai dit aussi merci à Héritier Manzita, et j'ai dit aussi merci à monsieur Yves Bertrand. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions et nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles très prochainement. Bonsoir.